Bonjour mes amis, le 10 avril 2010, le sommet de l'État polonais a été décapité. Un vol présidentiel s'est écrasé dans l'aéroport de Smolensk Nord en Russie, emportant 95 personnes. Parmi elles, il y avait le président en exercice, son épouse, un ancien président, 18 parlementaires, l'évêque de Pologne, le président de la Banque nationale de Pologne, des généraux de divers corps d'armée, des hauts fonctionnaires, des militaires de haut rang, tous tués à l'occasion de ce CFIT. Alors revenons un petit peu sur cette histoire. Le vol était organisé par le 36e régiment spécial de l'armée de l'air polonaise. Ce régiment-là s'occupait du transport du président et des personnalités importantes de l'État polonais. Ce jour-là, le déplacement était à l'occasion d'une commémoration importante, 70e anniversaire, d'un massacre qui a eu lieu en 1940 lors de la Deuxième Guerre mondiale. La délégation présidentielle se composait de deux avions. Alors il y avait un avion de type Yak-40, c'était un petit appareil triréacteur également, qui a servi à transporter des journalistes. Donc cet appareil était parti à peu près à 8h du matin de Varsovie en Pologne. Il transportait principalement, comme je disais, des journalistes. Lorsque son pilote arrive à Smolensk, il réalise que la météo est extrêmement marginale. Lui-même a dit après qu'il a atterri de justesse. Parce qu'en fait, quand il arrive sur cet aéroport, le brouillard est à couper au couteau. Il y avait ce jour-là une inversion de température. Ça veut dire que, normalement, dans une atmosphère normale, quand on monte, la température baisse. Quand on a une inversion de température, on a une température qui est supérieure quand on est loin du sol, quand on s'éloigne du sol. Ce jour-là, il y avait à peu près 4 degrés au niveau du sol. À 2000 pieds, il faisait 6 degrés de température. Ce qu'on appelle une inversion. Normalement, la température baisse quand on monte. Résultat net. L'air froid est gardé au ras du sol. C'est un petit peu comme si on plaçait un bouchon ou un couvercle, on va dire, sur la région. Et on va créer une zone où le brouillard se forme et il n'a aucune chance de se lever facilement. Le Yak-40 donc atterrit. Les pilotes restent dans le cockpit et commencent à observer un petit peu ce qui se passe. Et très souvent, dans les vols dits de personnalité, les pilotes rarement quittent ou s'éloignent de leur avion. Certains même passent la journée dans le cockpit. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas comme des vols organisés où on sait que l'avion arrive à telle heure, part à telle heure. Généralement, l'heure du retour n'est pas vraiment connue. Elle dépendra de plein de facteurs. Quand le client revient, ils doivent être immédiatement prêts à mettre en route et partir. Donc ils restent dans leur avion. Ce qu'ils observent est inquiétant. Parce que ce qu'ils observent, c'est que après leur atterrissage, le brouillard devient de plus en plus dense, la visibilité baisse, et comme ils écoutent à la radio un petit peu les aventures des autres avions, ils réalisent qu'il y a un Ilyushin qui tente 2 fois de s'approcher et qui doit finalement abandonner et se dérouter. Un peu plus tard, il y a un autre avion qui tente également d'atterrir et il ne peut pas atterrir. Il est obligé de repartir. Donc, ils voient eux-mêmes la visibilité baisser au fur et à mesure que le brouillard devient de plus en plus dense. Le vol présidentiel, avec tous les dignitaires que j'ai cités, avait décollé à 9h30 de Varsovie. Lorsqu'il s'annonce vers l'approche, le contrôleur aérien lui annonce la mauvaise nouvelle. Il lui dit que la météo est extrêmement dégradée, la visibilité est très basse. Il fallait, pour atterrir sur cet aéroport, avoir au moins 1000 mètres de visibilité. La visibilité qui était estimée à ce moment-là était de l'ordre de 200 mètres. Déjà, 1000 mètres de visibilité, ce n'est pas grand-chose. Imaginez-vous que 1000 mètres de visi, pour un avion qui vole, imaginons un avion qui vole à peu près à 180 km/h pour atterrir. 180 km/h, c'est 3 km par minute. Ça signifie que 1 km toutes les 20 secondes. Ça veut dire que si on a 1000 mètres de visibilité, le pilote voit la piste 20 secondes avant d'y atterrir. Vous voyez, donc déjà 1000 mètres, ce n'est pas énorme. En termes d'aide à la navigation, il y a 2 balises de type NDB. C'est des balises extrêmement
basique. Vous pouvez regarder la vidéo sur le crash de M. Ron Brown en Croatie, à Dubrovnik, pour un peu plus de détails sur le fonctionnement de ces balises. Mais ce qu'elles ont de particulier, c'est qu'elles n'offrent pas de guidage vertical. Ça veut dire que pour atterrir, un pilote a besoin de deux guidages. Il a besoin d'un guidage latéral qui lui permet de savoir est-ce qu'il est à droite ou à gauche de l'axe de la piste qu'il ne voit pas, qui peut être couverte par du brouillard ou autre. Mais il a besoin aussi d'un guidage vertical qui lui permet de savoir s'il est trop haut, s'il est trop bas. Les pilotes n'avaient pas de guidage vertical. Alors, quand il n'y a pas de guidage vertical, ça marche comment? Ça marche comme ceci. Les pilotes ont un périmètre sécurisé dans lequel ils peuvent descendre. Ça veut dire que, par exemple, dans ce cas précis, c'était entre deux balises. On leur dit, quand vous franchissez la première balise, vous pouvez commencer à descendre jusqu'à telle altitude, qu'on appelle l'altitude minimale de descente, MDA. Ou des fois on parle de MDH, la hauteur minimale de descente. Sachant que l'altitude est définie par rapport au niveau de la mer et la hauteur par rapport au niveau du sol. On leur dit ne descendez pas plus bas parce qu'on ne peut pas vous garantir plus bas. Et vous continuez au plus tard jusqu'à un certain point. C'est un point qu'on appelle le point de remise des gaz en fait. Et puis, quand ils arrivent à ce point et à cette altitude, voici la question que les pilotes doivent se poser lors de ce genre d'approche avec un NDB. A, il y a deux options, A et B. L'option A, les pilotes quand ils arrivent à ce point-là, ils voient la piste, ils ont le visuel sur la piste et ou les lumières d'approche. Dans ce cas-là, ils vont continuer l'approche et ils vont la continuer avec, visuellement, plus avec les instruments. Parce qu'ils n'ont pas de guidage, en termes d'instruments, il n'y a pas de guidage qui leur permet donc d'atterrir sans visibilité. L'option numéro 2, c'est quand ils arrivent au plus bas, à ce niveau-là qui est défini, et au point qui est défini, ils ne voient pas la piste. Et dans ce cas-là, ils doivent faire quoi? Ils doivent annuler leur approche et faire une remise de gaz. Alors après, faire quoi par la suite? Ils se débrouillent. Soit ils reviennent retenter un autre coup s'ils pensent, si le contrôleur leur dit que les conditions sont en train de s'améliorer dans l'aéroport, ou bien, si les conditions ne vont pas s'améliorer, à ce moment-là, ils peuvent partir vers un aéroport dit de déroutement ou de dégagement. Alors, les pilotes du Tupolev 154 sont en train de s'approcher. Et là, ils réalisent assez rapidement, de par ce que leur dit le contrôleur aérien, de par ce que leur dit le pilote polonais qui est arrivé avant eux, celui du IA-40, et de par ce qu'ils voient de leurs propres yeux, que l'atterrissage va être extrêmement difficile. Ils auraient atterri à Charles de Gaulle ou à Genève par une météo pareille, ils auraient eu leur chance. Les pistes sont équipées d'ILS. Ils auraient pu donc s'approcher avec une très grande sécurité et un très bon guidage jusqu'au seuil de la piste, littéralement. Voire même, dans certains cas, selon l'équipement, avoir un atterrissage automatisé avec zéro visibilité. Mais dans le cas précis, c'était un aéroport hyper secondaire, une sorte de base militaire utilisée aussi par les vols civils et tout ça, extrêmement sous-équipé. La moitié des lumières d'approche étaient grillées. En termes d'approche, d'aide à la navigation, il y avait deux NDB. Je veux dire, c'était un aéroport qui ne s'apprêtait pas aux opérations par une météo pareille. À ce moment-là, il y a un truc ahurissant qui arrive. C'est que le chef du protocole du président polonais arrive dans le cockpit pour s'enquérir de la situation. Parce que lui, il regarde par son hublot et il réalise que ça s'annonce très mal. Ce qu'il n'a pas envie, lui, c'est qu'on n'atterrisse pas. Parce que si l'avion n'atterrit pas et qu'ils doivent aller à un aéroport de dégagement, par exemple, à 1 heure de vol de là, le président polonais et les gens qui sont avec lui vont se couvrir de ridicule. Ils viennent commémorer le 70e anniversaire d'un massacre, tout le monde les attend, un parterre de journalistes, des gens venus de partout, et ils viennent pas, parce qu'ils n'ont pas pu poser à cause du brouillard. Vous imaginez la honte? Donc, il va dans le cockpit pour mettre un coup de pression au pilote. Il arrive, et le pilote, le commandant de bord, lui dit, écoutez,
la situation s'annonce mal, il y a de plus en plus de brouillard, je ne pense pas que nous pourrions atterrir aujourd'hui. Donc il émet des doutes sur la possibilité d'atterrir. Le gars lui répond, nous aurons de gros problèmes. Alors, pour vous mettre dans la tête des pilotes, revenons 2 ans en arrière, quand le président polonais avait signé son arrêt de mort. 2008. Le président polonais est en vol, toujours par un équipage du 36e régiment spécial. Et puis, il y a avec lui des responsables polonais, mais aussi étrangers. Il y a un premier ministre lituanien et tout ça. Il y a beaucoup de... L'avion est plein de personnes avec beaucoup d'autorité et de responsabilité. Alors qu'ils volent vers une destination, le président polonais décide de changer de route et veut aller à Tbilissi, en Géorgie. Donc le président polonais décide de changer la destination. Il y a un responsable qui va vers le commandant de bord qui lui dit « Il faut changer la destination, le patron dit qu'il veut aller à Tbilissi, en Géorgie. » Le commandant de bord leur dit « Non, je ne peux pas. Je n'ai pas les cartes, je n'ai pas le dossier météo, je n'ai rien du tout. » Tupolev 154, c'est pas un Airbus A330 non plus. C'est pas des avions qui ont des bases de données électroniques avec toutes les cartes qui s'affichent joliment et tout et tout. Non. C'est des avions avec des instruments classiques. Le pilote prend une mallette avec lui, avec des sortes de classeurs avec les cartes qu'il pense utiliser. S'il n'a pas la carte, il est foutu. Et en plus, avec ces avions, il n'est pas possible facilement de préparer un vol tout en étant en train de piloter en même temps. Donc il leur dit non, je ne peux pas le faire. Il leur dit j'ai pas de problème à aller atterrir à destination. Une fois sur place, je prépare le vol dans de bonnes conditions et on partira à Tbilissi en Géorgie, mais à ce stade, je ne peux pas. Que va-t-il se passer? Le chef de l'état-major de l'armée de l'air qui était dans l'avion va prendre une feuille, stylo, écrire un ordre. Il va lui donner un ordre écrit d'aller immédiatement à Tbilissi. Il va en cockpit, frappe, et il donne au commandant de bord. Vous allez à Tbilissi. Le commandant de bord dit non, je n'irai pas à Tbilissi. Je ne peux pas le faire dans de bonnes conditions de sécurité. Il n'y aura pas de Tbilissi aujourd'hui. Il continue, il atterrit à la destination initialement prévue. Alors bien sûr, le président polonais n'est pas content. Il le traite de peureux, il le traite de lâche. Il dira aux autres, une fois qu'on arrivera au pays, je vais le briser. Le pilote passera devant la cour martiale, en fait. Ils voudront le punir. Ils voudront le détruire. À partir de ce moment-là, que va-t-il se passer? Ce commandant de bord va être écarté, qui était un des plus expérimentés du régiment. Il va être écarté, mis de côté. Le copilote qu'il y avait avec lui est promu et on le met comme commandant de bord parce que voilà, il était un peu plus malléable, plus obéissant. On le met au poste de commandant de bord. On prend le navigateur, donc dans ces avions il y avait un navigateur, on prend le navigateur, on le forme au pilotage et il passe sur le siège de droite, il devient le copilote, le premier officier. Et on recrute un nouveau navigateur pour le remplacer. Donc là, ce qu'on va faire, on va former un nouvel équipage en 2008. C'est cet équipage qui a écrasé l'avion en 2010. D'accord? Donc, le président polonais avait sélectionné des pilotes qui étaient là, non pas avec la sécurité en tête, mais avec l'obéissance aux ordres. Et avant toute chose. Les pilotes sont en train de descendre. Ils arrivent donc à l'altitude minimale de descente. Et ils vont faire quoi? Ils ne voient pas la piste. Et ils vont décider de continuer à descendre. Là, c'est de la roulette russe. Parce que leur descente va déboucher sur quoi? Soit il va se dire, je transgresse un peu, je vous laisse passer, je suis à l'altitude minimale, mais je vous laisse passer quelques dizaines de pieds,
avec un peu de chance, je vois la piste, j'atterris, ni vu ni connu. Et on dira, waouh, t'as vu, mon pilote, il est génial. Il a atterri alors que personne n'avait pu atterrir. C'est un pilote extraordinaire. Ou bien ça se passe mal et il va se prendre les arbres. Ça s'est passé mal et il s'est pris les arbres. Donc, il laisse défiler. L'avion commence à tomber à 1600 pieds par minute. C'est sérieux, 1600 pieds par minute. Vous ne verrez jamais ça dans une approche normale. Même s'il y a une approche par ciel bleu en plein jour, il n'y a pas 1600 pieds par minute de taux de chute sur une approche. C'est trop rapide, c'est trop violent. Donc, l'avion est en train de tomber comme une pierre. Le pilote automatique, pour que l'avion ne prenne pas de la vitesse, il fait quoi? Il réduit les gaz à zéro, donc les gaz sont réduits à zéro, et le Tupolev est en train de descendre. À travers les nuages, visibilité nulle, et en dessous de l'altitude minimale de descente. Le commandant de bord sait qu'il ne peut pas remettre les gaz. Il sait que cet atterrissage, il doit le faire. À tout prix. Alors, l'appareil descend. Et à un moment donné, dans les hublots, les arbres commencent à apparaître. Et l'avion est en dessous du niveau des arbres. Et il commence immédiatement à les bouffer. Il commence immédiatement à taper sur les ailes. Que fait le commandant de bord? À ce moment-là, c'est un petit peu trop tard. Tire complètement sur le manche. Il met les gaz à fond, mais le problème, c'est que les gaz étaient à zéro. L'avion avait très, très faible énergie. L'avion, il fait quoi quand on met les gaz à fond dans cette situation-là et on tire sur le manche? Il est en train de descendre, comme ça. Quand on tire sur le manche, il descendra plus vite. Je veux dire, il n'y a pas d'énergie pour monter. Donc, que fait l'avion? Continue à descendre. Et à un moment donné, il va taper sur un arbre, un gros chêne, dont le tronc faisait 40 cm de diamètre. L'aile gauche est arrachée. L'aile gauche est arrachée à 6 mètres d'ailes qui sont arrachées. Que va-t-il se passer? Et là, donc on est dans le cockpit, il y a le commandant de bord, le copilote, le mécanicien navigant, le navigateur, et puis il y a le chef du protocole qui est venu leur foutre la pression, qui sont en train de voir l'avion aller dans les arbres. L'avion se retourne. L'avion va progressivement, parce que il perd le bout de cette aile-là, il perd 6 mètres de l'aile gauche. Donc il n'a plus de portance à gauche. Il va faire quoi? Il va s'enfoncer à gauche. Donc il va s'enfoncer à gauche. Il va commencer à bouffer les arbres. Et on voit sur les images des arbres qui sont bouffés avec un angle de près de 90 degrés. Ça signifie qu'il ne va plus couper les cimes des arbres comme ça horizontalement, mais il va les couper selon un angle. Et puis après, il fait quoi? Il continue à partir. Il arrive sur le dos. À l'avant de l'avion, il y a les militaires qui n'étaient pas attachés, qui vont tomber, qui vont aller sur ce qui était avant le plafond. Ils vont se retrouver sur le plafond. Et par la suite, il va se passer quoi? L'avion tape sur le sol et se désintègre. Alors, tout le monde est tué sur le coup. Les CFIT, malheureusement, laissent très peu d'espoir. Quand on regarde dans les news, et on voit qu'un avion s'est écrasé, et on voit que, à l'évidence, ça a l'air d'un CFIT, on sait que le bilan, même avant qu'ils annoncent le bilan, on sait que le bilan sera de 100%. 100% sans mort. C'est comme ça. Ça arrive qu'un CFIT laisse 1 ou 2 personnes, c'est des miracles qui existent, mais en général, tout le monde est mort. Parce que l'énergie, là, ils ont eu 100 G sur la gueule, les gars. Ça a été mesuré, c'était de l'ordre de 100 G, l'impact. Donc, l'avion continue à se dégrader donc, sur plusieurs centaines de mètres. Et quand le lieu du crash, on va dire, où certaines pièces de l'appareil, du Tupolev, se retrouvent à 400 mètres du seuil de piste. Donc il n'était pas loin en fait, il n'était pas loin, mais bon. Quand il a commencé à toucher les arbres, ils étaient à 15 mètres en dessous du seuil de piste, de l'altitude du seuil de piste. Parce qu'en fait, sur l'approche, avant l'axe, il y a une sorte de dépression de terrain. Donc le terrain s'enfonce. Pour vous dire que le pilote, vraiment, il a été extrêmement bas. C'est pas que il a pris la MD1 et il a décidé de voler 100 ou 200 pieds dessus, non. Il a été jusqu'à l'altitude de l'aéroport, et même en dessous. 15 mètres en dessous de l'altitude de l'aéroport. Je veux dire, là, c'est vrai que
ça pouvait pas se terminer autrement qu'en drame, en fait. Et en réalité, parce que même après, les Polonais ont accusé les Russes et tout ça, sabotage et je sais pas quoi. Mais en fait, ce pilote n'a rien inventé. N'a rien inventé parce que c'est comme un chauffard. Il n'a pas inventé l'excès de vitesse. Je veux dire, c'est arrivé avant lui. Ben, c'est pareil là. Des pilotes qui passent sous la MDA et qui après se viandent dans la montagne ou dans les arbres et tout. Ah, il y en a 13 à la douzaine. Les rapports d'accidents s'en plein. Avant ce vol et après ce vol. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a rien de spécial dans cet accident, mis à part la pression qu'il y avait sur le dos de ces pilotes. Les secours arrivent donc, trouvent tout le monde mort. Assez rapidement, les premiers soldats qui sont sur place vont voler les cartes bancaires des morts. Il y a une carte bancaire sur laquelle ils réussissent à dépenser à peu près 1400 €. Il y a d'autres cartes sur lesquelles ils arrivent à prendre un certain nombre de roubles, juste pour vous dire. Les corps sont retournés à la Pologne après identification. En réalité, l'identification, c'est un peu n'importe quoi, parce que quand la Pologne en 2016 a décidé de réouvrir l'enquête et exhumer, donc ils ont exhumé le président, ils ont exhumé à peu près 70 passagers, quand ils ont commencé à regarder dans les cercueils, faire des tests ADN, ils ont trouvé, il y a un gars, il est composé de 7 personnes. Il y a un gars, ils ont trouvé 7 ADN différents, des morceaux venant de même le président polonais, il était composé de plusieurs personnes. Le pire, c'était un gars qui était composé de 7 personnes, un autre composé de 4. L'évêque de Pologne était composé, le haut était celui de l'évêque de Pologne, le bas c'est celui d'un militaire. Juste pour vous dire, ça signifie que les Russes ont fait vraiment du sale travail. Ils ont remonté tout le monde comme ils ont pu, et puis ils ont envoyé ça en Varsovie. Voilà. C'est un gâchis en fait. C'est un gâchis quand on regarde ce qui s'est passé. Mais effectivement, la pression opérationnelle a fait que le pilote a joué la roulette russe. Mais le pilote qui était dans le cockpit, quand il y a eu cette histoire avec le commandant de bord, qui a été écarté, connaît le système. Et il savait qu'il ne pouvait pas dire non. Donc il a préféré y aller coûte que coûte. Par la suite, en 2011, le 36e régiment spécial a été démantelé. Les politiques polonais volent avec la compagnie nationale, qui est plus sûre. La présidence a acheté 2 avions par la suite, mais ils sont exploités par LOT, par LOT, la compagnie polonaise, la compagnie aérienne polonaise, parce qu'ils considèrent que l'armée n'est pas en mesure, et en général, regardez ce qui s'est passé avec Dan Brown, l'armée, en général, n'est pas très à même d'exploiter des avions civils, il faut le dire, il faut le reconnaître. Ils volent pas beaucoup, ils ne sont pas très expérimentés. Vous regardez par exemple le navigant dans cet aéronef qui s'est écrasé, dans ce Tupolev, avait 26 heures de vol. L'appareil lui-même, le Tupolev, a été acheté en 1990, il s'est écrasé en 2010, 20 ans plus tard, il avait 5000 heures de vol, seulement. Une compagnie aérienne va expédier les 5000 heures de vol sur un avion de ligne en moins d'1 an et demi. Ça veut dire qu'en fait, comme ils volent peu, comme ce régiment-là volait très peu, ils n'avaient pas eu la possibilité de développer de l'expérience en fait. Ils n'avaient pas pu faire ça. Donc les pilotes, les systèmes des opérations, tout leur système n'était pas rodé. Parce qu'ils ne volaient pas assez fréquemment pour pouvoir développer donc une expérience consistante. Voilà mes amis. Je vous laisse et puis on se voit dans une autre vidéo.